Super. Ah, voilà. Ah. Ça y est. Bonjour Bon, Céline. je suis pas très gentille là avec tous ces trucs Instagram, mais bon, voilà, on a réussi. On a réussi, c'est une super nouvelle. Donc, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation là pour 3A ABP. Donc, je me suis présentée rapidement tout à l'heure et du coup, je vais en profiter pour te présenter. Donc, tu es Célia Ibanez. Est-ce Mhm. que je prononce bien? Parce que normalement, il y a la tilde et Parce qu'Ibanaise, oui, Ibanez, on peut dire les deux. Hein. on Bon, peut la dire les tilde, elle a deux. été Voilà, ouais. là. Et donc, alors, tu es originaire du sud de la France, de Marseille, plus Oui, ça exact. s'entend, ça s'entend. Ça s'entend un peu, hein, n'est-ce pas, hein? Voilà. Oui, non, mais parce que pour les gens du Nord, tous les gens du Sud sont de Marseille, je précise. Voilà. Et donc, tu es l'auteur donc de nombreux romans. Hein. Tu as écrit le Cinquième Monde, qui est en plusieurs volumes. Tu as écrit H+, donc qui est l'objet aussi de notre rencontre. Et tu es auteur donc de science-fiction. Tu as écrit également, tu as remporté le prix 1000 saisons avec les éditions Le Grimoire. Et tu as Ça. écrit également un livre pour les enfants qui marche plutôt pas mal, qui a de très Oui, bons. il s'appelle Kids Mystery aux éditions Nombre 7. Oui. Voilà, parfait. Donc, est-ce que tu as d'autres éléments pour te présenter? Est-ce que tu voudrais parler un peu plus de toi? Est-ce que dévoiler plus d'informations sur ta vie ou juste ça te va? Bon, écoute, je pense que tu as fait le tour de la question. Oui, j'habite Voilà. Martigues, près de Marseille. Donc, le cinquième monde, c'était une hexalogie, donc 6 tomes. Hein. Ouais. C'était à mes débuts une auto-édition. Trilogie H+, également en auto-édition. Et ensuite, j'ai trouvé 2 éditeurs différents pour Petite Mystérie et pour mes nouvelles. Donc, Dernier train pour Tsulan, qui va être publié le 6 juin. Ouais. Prochain, qui va être diffusé donc au printemps par les éditions Le Grimoire. Donc là, je Ouais. suis hors concours parce que j'ai gagné le concours l'année dernière avec ma nouvelle La Flamboyante. Et voilà, et puis plein d'autres projets en cours. Notre roman qui va sortir bientôt, Pyramidion, toujours de la science-fiction aux éditions Le Grimoire. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, c'est tout, hein, Désastres humains. L'anthologie interactive, qui est la seule anthologie interactive en France et probablement dans le monde, c'est-à-dire que c'est un concept qui est unique avec de la littérature, des dessins, donc des illustrations, des courts-métrages et bah oui, c'est ça. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout Ah dit. ben, franchement, c'est super. Je te remercie infiniment pour ce détail vraiment qui est top. Et donc, je voulais juste préciser que tu étais quand même spécialiste de la symbolique des symboles, puisque ça a été l'objet de tes études. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors spécialiste, bon, c'est un grand mot. Aujourd'hui, tout le monde se dit spécialiste de tout. Non, j'ai pas de diplôme par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Et donc tout ce qui est symbole, tout ce qui est mystique, etc., sont des sujets qui me fascinent depuis toute petite. Donc évidemment, dans mes romans, on retrouve cette obsession pour la symbolique, mais aussi dans les clips, puisque j'ai fait 2 clips Oui. musicaux. Plus pour le fun qu'autre chose. Hein. J'ai pas du tout envisagé de faire une carrière de chanteuse. C'était uniquement, en fait, pour faire passer le message autrement, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Donc, au moins, la musique, c'est universel, ça parle à tout le monde. Et donc, c'était l'occasion de balancer un peu tous ces thèmes en musique. Voilà. Donc, 2 clips de 3 minutes et quelques. Je veux pas savoir et Welcome à Babylone, qui ont été tournés et réalisés en 2013, Ouh, ça a 2014. été un moment, hein, parce que 2014, ouais, c'est ça. je me souviens, j'avais participé, tu avais fait un grand projet participatif, c'était génial. Enfin, Ouais, j'avais ça a la été un gros boulot. Gros boulot. travail, ouais, c'était génial. Justement, je voulais savoir d'où te vient cette passion pour la discipline de la science-fiction à proprement parler. Parce que tu aurais pu écrire de la romance, tu aurais pu écrire du suspense, du polar. Non, toi, c'est vraiment science-fiction. Ben, justement, moi, je trouve que dans la science-fiction, il y a tout. Il y a la romance, il y a le polar, il peut y avoir des enquêtes policières dans des univers de science-fiction, il y a de la poésie, il y a une réflexion aussi métaphysique Ouais. sur le sens de la vie, sur pourquoi on est sur Terre, qui nous a créés, qu'est-ce qu'on fait ici, quelles sont nos origines. Donc, pour moi, la science-fiction, c'est un genre qui recoupe tous les autres genres. Bon, après, c'est vrai que moi, ça m'a intéressée très tôt. Hein, j'étais toute petite déjà, à 7-8 ans, j'avais chez moi, mais ma mère, je me rappelle, elle avait les
les livres de poche de la collection J'ai lu, l'enquête mystérieuse. Je ne sais pas si vous connaissez, si ceux qui nous regardent connaissent ces bouquins-là. L'enquête mystérieuse, ça me dit Ouais, rien. c'était des livres en fait rouge et or avec qui exploraient les thèmes de la réincarnation, de la vie après la mort, des extraterrestres, des ovnis, etc. Donc, ce sont des choses, moi, qui m'ont très, très tôt passionnée. Et déjà, à 10 ans, je dévorais ces livres-là. Donc, après… à bonne école. Ouais, à bonne école, on va dire, oui. Et la question que j'avais, c'était quels sont des auteurs, finalement, quels sont tes auteurs fétiches, enfin, qui t'ont fait grandir en écriture, mais qui t'inspirent, qui sont tes mentors. Je pense qu'il y a vraiment des pointures dans le domaine. Donc, c'est vrai que c'est difficile de dire voilà c'est tel ou tel auteur parce qu'il y en a tellement. Jeune, j'ai commencé avec les Stephen King, bien sûr, les classiques, après tout ce qui est Asimov, Bradbury, etc. Et puis ces dernières années, je me suis quand même orientée vers une science-fiction plus moderne, plus young adulte, avec des romans de Suzanne Collins, les Hunger Games. Véronica Roth, Divergente, qu'est-ce qu'on a encore, toute la série des Uglies de Scott Westerfeld, etc. Oh, pardon, je reçois des messages. Donc c'est vaste. Il y a beaucoup d'auteurs qui participent pour moi au processus, à mon processus créatif, puisque plus je lis, plus j'enrichis ma façon de d'écrire, de voir les choses. Et puis on est, en tant qu'écrivain, je pense qu'on est quand même toujours en quête d'amélioration, d'améliorer sa technique d'écriture, mais aussi de nourrir son univers. Et c'est la littérature. Donc il faut lire et il faut aussi. Moi, je regarde aussi beaucoup de films sur Netflix. Donc, toutes les séries de science-fiction, j'adore aussi, les Black Mirror et autres. Et tout ça donne matière à travailler. Les Black Mirror, ils sont excellents. Ah ouais, les Black Mirror, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. De toute façon, Netflix, c'est une source d'imagination pour moi énorme. Donc, je regarde beaucoup de séries sur Netflix, en plus des livres que je lis. Justement, je me disais, est-ce que tu verrais pas tes petites séries H+, là, sur Netflix? Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Beaucoup de gens m'ont dit depuis quelques années avec la série H+, mais pourquoi tu fais pas adapter au cinéma? Ah ben ouais, c'est sûr que si j'avais un réalisateur sous la main, oui, c'est sympa, mais bon, malheureusement, je suis pas la nièce de Luc Besson ou quoi, donc c'est compliqué de trouver les personnes avec lesquelles travailler, mais bon, c'est en cours, hein. Moi, je suis toujours ouverte à toute proposition. S'il y a des gens qui connaissent, qui ont envie d'essayer d'adapter cette trilogie au grand écran. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si H+, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, ma nouvelle Dernier train pour Tsulan, donc aux éditions Le Grimoire, cet univers que j'ai développé dans cette nouvelle va faire l'objet d'un roman cette année que je suis en train d'écrire qui va être adapté en long métrage l'année prochaine. Donc, très bonne nouvelle. Cinématographique, ouais. Super. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et est-ce que, en parlant de Netflix tout à l'heure, les Stranger Things, j'imagine que tu as tout vu? Ah, les Stranger Things, je suis fan. Et puis d'ailleurs, j'ai acheté après derrière le roman, mais qui n'est pas le roman vraiment de la série. C'est avant. C'est la vie de comment elle s'appelle, la rouquine là, la petite jeune de l'équipe là. Je me souviens plus de son nom. Donc c'est la vie de cette jeune fille avec son frère. Elle emménage en ville. Mais si, la jeune fille, la rousse, très mignonne. Voilà. Et puis c'est aussi les aventures. Comment elle s'appelle? Je sais plus son nom. Je l'ai. Alors, bouge pas. Je vais te dire ce que c'est parce que je les ai. Ils sont là. Voilà, je manque pas. J'ai les trois. Ah oui. Ah ouais. Magnifique. Ah ouais. Donc elle, c'est comment elle s'appelle? Max. C'est Max Mayfield. Max. Tout à fait. C'est Max. Donc Stranger Things. Et puis en plus, Stranger Things aborde la question de MK Ultra, le projet MK Ultra, qui moi m'a passionné pendant des années, sur lequel j'ai fait des conférences, c'est-à-dire le contrôle, les techniques de contrôle mental, justement via les symboles, mais pas que les symboles, mais c'est tout ce qui est technique d'hypnose et de manipulation mentale des masses individuelles, par la télévision, par les médias, par la publicité, et ça va tellement loin que bon, aujourd'hui on trouve pas mal d'informations sur ce sujet. Oui, il y a
informations, mais ceci dit, c'est quand même à travers toutes ces livres de fiction, et notamment, enfin, là je vois que tu abordes beaucoup l'aspect du transhumanisme, qui est quand même un gros sujet, notamment parce que ça touche la robotique, ça touche, je veux dire qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est déjà en marche tout ça. Ouais, exactement. Et puis finalement, c'était un sujet qui venait dans la continuité des sujets que j'avais explorés ces dernières années, à savoir les sociétés secrètes, parce que finalement, quand on suit ce fil conducteur, ben, ça mène à ça, au transhumanisme, qui est l'étape d'après. C'est l'idée que l'homme peut être amélioré avec toutes sortes de technologies, qu'on peut booster ses capacités cognitives, qu'on peut booster ses capacités physiques aussi, son corps, améliorer son corps. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui souffrent de handicap. Mais d'un autre côté, on se dit à quel moment est-ce qu'on va poser des limites à l'évolution de la science et jusqu'où est-ce qu'on va aller? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça pose pas des problèmes d'éthique, justement? Donc Ouais. c'est un roman young adulte, c'est un roman qui se lit vite, c'est une romance aussi, mais en même temps, elle pose ces questions qui pour moi sont fondamentales. Elles sont vraiment posées, hein, là clairement sur les choix à faire et presque bon après je veux pas trop parler du livre parce que pour les lecteurs qui auraient, enfin ceux qui n'ont pas lu le livre, on va pas tout spoiler, mais c'est vrai que c'est vraiment un gros sujet d'actualité, notamment sur la bioéthique, hein, comme tu dis. Jusqu'où peut-on aller? Et c'était comme l'époque X-Files, c'est pareil, se poser cette question du clonage, etc. Tout ça, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Et peut-être que quand toi tu évoques les sociétés secrètes ou les expériences qui peuvent être faites aujourd'hui, certaines sont peut-être déjà abouties, on ne le sait pas. Peut-être, enfin, en tout cas, mais ces recherches-là sont peut-être faites aussi pour le bien de l'humanité, dans le sens guérir, hein, les personnes qui ont des situations de handicap, mais est-ce qu'on est à l'abri d'avoir une personne mal attentionnée ou intentionnée, les deux, de toute façon, on n'est pas à l'abri, et c'est vrai que se pose cette question, les dérives, on le sent, c'est le fil conducteur de ton livre, c'est super. Et donc pour toi, quels sont, en tant qu'écrivain, les ingrédients que tu aimes trouver dans un bon roman de science-fiction, un bon polar, un bon livre? Alors, il n'y a même pas de bon livre parce que un livre, chaque auteur a son lecteur et chaque lecteur a son livre. Mais toi, qu'est-ce que tu attends d'un bouquin? Alors, pour moi, un bon roman, c'est un roman avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action. J'aime vraiment être au cœur de l'action très vite parce que lire 150 pages et on est toujours dans des descriptions, moi ça m'ennuie. Voilà, j'aime bien être dans l'action immédiatement. Donc rebondissement. Puis j'aime bien aussi qu'il y ait de la romance parce que je suis un petit peu fleur bleue, donc j'ai envie d'avoir ma petite histoire d'amour quand même, avec des passages. J'aime bien qu'ils soient décrits parce que voilà, ils se retrouvèrent et puis ils allèrent dans la chambre et puis le lendemain matin, non, moi je veux pas, je veux savoir, je veux avoir des détails. Je veux qu'on me décrive les scènes d'amour, donc ça j'aime bien aussi quand même avoir quelques petits détails. Voilà, donc pour moi un bon roman c'est un roman qui est capable de nous faire rêver, mais aussi de nous faire réfléchir. J'ai envie aussi quand je ferme le livre de me sentir d'avoir été touchée. De sentir que ça m'a bouleversée, ça m'a fait réfléchir sur certains sujets et en même temps ça m'a bousculé dans mon quotidien. Donc un livre qui pour moi n'apporte rien, c'est un livre que je vais oublier aussitôt que je l'aurai refermé. Récemment, oui, ça fait quelques mois, mais il m'a vraiment marqué et depuis j'ai pas encore trouvé le bouquin qui va me faire vibrer autant. C'est la trilogie Darkbane. Voilà, donc c'est de Karpyshyn, c'est un roman qui raconte la transformation du personnage de Death Cell, qui est un personnage de Star Wars qui va basculer du côté obscur et qui va devenir un seigneur noir des Sith. Et donc cette évolution comme ça, elle m'a marquée et c'est un livre que j'ai trouvé assez noir, mais en même temps qui m'a secoué. Donc c'est ça que j'attends d'un bon livre, d'être secoué.
Ok. Et ben merci pour cette réponse qui pourra notamment aider les personnes qui sont dans une démarche d'écriture, parce que c'est bien aussi en tant qu'écrivain de dire ce que toi tu attends d'un livre, et du coup ça donne des indices sur ce qui est attendu dans un bouquin. Et quels sont dans ton livre, donc oui tu as dans ton livre en tout cas H+, c'est vraiment un monde qui est coupé en deux, et sans pour autant être dans le manichéen. Voilà. Donc, t'as les humains non améliorés, t'as les humains super améliorés. Alors moi, il y a un truc quand même dans le bouquin, j'ai trouvé ça fabuleux. Alors je sais pas en quelle année on est, mais tu te pointes sur une opération, ça se passe en 1 heure, tu ressors, popélope, il se passe Ah oui, rien. là, c'est du rapide, hein, c'est du rapide. On est T'es dans un pas futur fatigué. très lointain, donc on claque des doigts et ça y est, on est opéré, on a des cheveux qui poussent sur commande, on a des membres artificiels, on se fait opérer en 30 minutes, ça y est, c'est fait. Ouais, Voilà. même pas mal. Le réveil, tout va bien. D'attaque, enfin, je sais pas. Après une opération, me semble-t-il, on est un peu HS, mais Non, mais là, ils ont des pilules spéciales qui font que tout est dissipé très vite et ils sont opérationnels pour travailler tout de suite après l'opération, il n'y a pas de souci. ouais. Et ce que je trouve génial, c'est vraiment le côté inventif parce que c'est très coloré en fait dans le bouquin. Merci. Il y a beaucoup Que je d'images. cherche à faire, ouais, ouais, ouais. Ouais, J'ai ouais, essayé, j'ai essayé d'apporter cette couleur qui, pour moi, manquait au cyberpunk. Parce que le cyberpunk se cantonne très souvent à des univers métallisés, des univers assez tristes, noir et blanc, un peu à la Matrix, à la Blade Runner, encore que Blade Runner, ça soit bien déjanté, mais c'est toujours sombre et lourd et oppressant. Donc moi, j'ai voulu faire une science-fiction colorée, pas forcément rigolote, parce que il y a quand même des ah non, sujets c'est pas graves. drôle hein, en fait. Hein, Pas drôle, hein, c'est pas rigolo, mais c'est les gens sont complètement farfelus, déjantés, ne serait-ce que par les tenues vestimentaires, j'ai fait beaucoup de recherches sur les vêtements en essayant d'aller voir du côté des défilés de haute couture futuristes. Donc la mode a une importance aussi dans cet univers-là, et les décors sont très végétalisés, c'est-à-dire ouais. que on est dans un monde où les biotechnologies sont très importantes, sont très prégnantes dans la vie de tout un chacun. Donc on a au sol des carrelages, des sols aquariums avec des poissons qui nagent, on a des méduses bioluminescentes, on a des fleurs On a qui la ont été fausse pluie, on a tout ça. été exprès. Voilà, c'est ça. Et Donc en pour fait, moi, c'était important. ça se passe pas sur Terre, on le comprend pas tout de suite en fait. Hein. Ah mais là, tu viens de spoiler le lecteur, là, c'est pas bien. Tu viens de spoiler Pascal, attention. Non, par contre, oui, juste, enfin, là, moi, sur le premier tome que j'ai lu, où je me suis éclatée, vraiment, ce qui est vraiment super, c'est l'intrigue. Ben, Parce que, merci. euh, en même temps, c'est un bon mélange d'action, de suspense. Et bon, il y a de la romance, il y a vraiment tous les ingrédients que toi t'attends dans un bouquin, mais en même temps il y a un vrai message quoi derrière, et c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi. Derrière, il y a vraiment ce côté pense par toi-même. Ben, j'ai envie que ce livre soit un petit peu un bonbon, donc qui passe facilement, qui soit facile à lire, qui soit léger, mais en même temps un bonbon, ça serait la pilule rouge de Matrix, c'est-à-dire on le gobe et puis derrière on se pose des questions, et notamment sur la bioéthique et sur tout ça, sur jusqu'où est-ce qu'on peut aller, et aussi sur la question du choix. Parce que c'est un livre sur le choix H+. Quels sont les bons choix? Est-ce qu'il y a des bons choix? Est-ce que quand on fait tel ou tel choix, on peut se tromper? Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a des mauvais choix? Moi, je crois pas. Je crois qu'on fait les choix qu'on fait à un moment donné parce que parce qu'on l'a senti comme ça, parce qu'on avait telle ou telle information qui nous ont influencé dans tel ou tel sens. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Donc Vénus, elle se retrouve parce que Vénus c'est le personnage donc Oui. principal de H+. Elle va se retrouver tout le temps tiraillée comme ça entre sa raison et l'amour, et elle va faire des choix qui vont impacter non seulement sa vie, mais aussi la vie des gens qui sont autour d'elle. Et ça, c'est dans le tome 3, c'est ce qu'elle va faire va avoir des conséquences assez terribles.
Voilà, mais je vais pas spoiler non plus là. Non, non, ne me dis rien parce que moi je pensais lire les deux autres, alors Ouais, voilà, chut, on dit rien. chut, on dit rien. Qui c'est qui a fait tes premières de couverture? Alors, mes premières de couverture, c'est un travail en collaboration avec Pierre Taranzano, qui est dessinateur chez Glénat, qui a fait toute la série des L'Iliade et Gilgamesh. Ouais. J'ai aussi travaillé avec Rémi Franco, qui a fait le design au niveau infographie. Voilà, donc j'espère que j'oublie personne. Après, au niveau du concept de la couverture, moi j'avais envie d'avoir ces insectes-là. Je trouvais que c'était marquant, ça marque l'imaginaire. Et il y a aussi la dimension symbolique qui est très forte. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, tu les as choisis, ces animaux, pour la symbolique. Oui, parce qu'ils se réfèrent à la fois aux bijoux mutants vivants qu'il y a dans H+, donc ces fameux bijoux insectes que les gens portent, les gens aisés portent à la capitale. Et puis, il y a aussi la dimension mystique, on va dire, du scarabée, et même de l'araignée, parce que, enfin, la mygale qu'il y a sur la couverture du tome 2, parce que Vénus, finalement, elle est comme cette mygale. La mygale, elle grandit par mues successives, elle se transforme. Donc, comme l'héroïne va être amenée à se transformer au fil de l'histoire. Ok, c'est assez bon. Après, on va pas trop non plus parler de quel temps tu consacres à tes recherches quand tu écris un livre. C'est énormément de recherches en effet, parce que déjà pour construire l'univers et c'est ça aussi dans la science-fiction, c'est qu'on peut pas dire non plus n'importe quoi. Il faut quand même que l'univers il reste cohérent, qu'on s'appuie sur des bases scientifiques, même si c'est une extrapolation scientifique, mais on s'appuie sur des bases qui sont très concrètes. Donc, il y a énormément de recherches. Je dirais que la moitié du temps que je passe est consacré aux recherches sur des sites de vulgarisation scientifique, parce que moi, je n'ai pas une formation scientifique à la base. Moi, j'ai une formation littéraire, une formation en sciences politiques. Donc, la science, ça m'intéresse énormément, mais c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Donc, je passe beaucoup de temps sur des sites comme Futura Science. Je me tiens au courant de Science et Vie, je me tiens au courant de tout ce qui se fait en termes de nano, biotechnologie, etc. Et là encore aujourd'hui avec le nouveau roman, celui que je suis en train d'écrire pour les éditions Le Grimoire, parce que là on n'est plus dans un monde de technologie, d'humains augmentés comme dans H+, mais on est dans un monde où les gens communiquent aussi par télépathie, mais il y a quand même des éléments futuristes, donc c'est toujours pareil, il faut faire beaucoup de recherches en amont. Alors, pour ou contre la nano? Ah, mais moi, je suis contre. Moi, je suis pour le vivant. Je suis pour l'être humain. Je suis pour la nature. Et donc, forcément, tout ce qui constitue une transformation de notre nature humaine est pour moi quelque chose contre quoi je m'érige, contre quoi je suis contre. Enfin, je peux pas imaginer un monde dans lequel on serait tous physiquement et psychologiquement transformés, parce que pour moi on perdrait notre nature humaine. Maintenant, il me semble qu'on se dirige de plus en plus malheureusement vers ce monde. Est-ce que on arrivera à ralentir, à freiner un peu tout ça, ou voire à l'éviter? Je sais pas. Je m'inquiète beaucoup de la tournure que prennent les choses aujourd'hui, notamment avec le contexte qu'on connaît, hein. Voilà. Toutes ces histoires de vaccins, d'ARN qui s'intégreraient à l'ADN, et ça, ce sont des choses qui me font très peur. Mais en même temps, je me dis que bon, tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient nos efforts pour l'éviter, et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient nos efforts pour l'obtenir. Ça, c'est ma citation préférée, parce que c'est quelque chose qui me donne une ligne conductrice dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Il faut accepter, ou en tout cas sans être dans le côté où tu subis. Il faut quand même, tu peux agir, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucune prise, donc et qu'on maîtrise pas, parce que nous ne sommes que de simples citoyens de Sorgem, c'est ça? Oh, des citoyens. Oui, on commence. Oui, finalement, on devient comme ces citoyens de Sorgem, donc d'un H+, hein, c'est-à-dire que
les HNA, justement, ne sont pas vaccinés. Ce sont des zonards. Ils sont considérés comme des rebuts de la société. Alors que ceux qui sont vaccinés, qui sont intégrés au système, ont une vie bien remplie. Ils peuvent réussir leur vie, ils peuvent travailler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers ce monde-là. Et c'est ça qui m'effraie un petit peu. Mais je suis d'un naturel optimiste, donc Oui, je pense que… de toute façon, Voilà. je pense que la nature humaine, l'être humain est de nature sociable et il est capable du pire, mais il est surtout capable du meilleur. Donc moi, je suis pas inquiète. Moi, je Voilà. crois profondément en l'être humain. Mais je me dis, voilà, est-ce que les prochaines années risquent d'être un petit peu difficiles, mais bon, on va essayer de tenir bon et puis d'avoir la foi au sens religieux comme au sens laïque du terme, c'est-à-dire croire en l'avenir, Ouais. que les choses aillent mieux et puis orienter nos pensées vers des choses positives parce que nos pensées, pour moi, créent le monde. Nos pensées, elles ont un pouvoir. Et si tous on croit que les choses évoluent dans le bon sens, pour moi, elles vont évoluer dans le bon sens. Alors, je voulais faire les petites questions pour les auteurs et les écrivains qui nous regardent. Édition à compte d'auteur ou édition à compte d'éditeur? Alors, moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez hybride, on va dire, parce que j'ai à la fois fait de l'auto-édition, donc avec tout le, voilà, tout le passage parcours imprimeur et faire tout soi-même, aller sur les marchés. J'ai débuté comme ça avec les foires médiévales, avec les festivals et tout ça. Donc être présent sur le terrain en auto-édition, c'est crucial. Et puis j'ai aussi des éditeurs, donc j'ai les deux. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux? Je saurais pas dire. Il me semble que le parcours d'auto-édition marche très bien pour les auteurs qui se bougent, les auteurs qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font et qui ne se contentent pas d'écrire dans leur tour d'ivoire, qui vont aller à la rencontre du public, qui vont aller chercher les lecteurs sur le terrain et sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ça. Pour eux, ça va marcher. Par contre, pour ceux qui préfèrent rester à la maison, qui se disent bon, ben moi j'écris, je suis écrivain, je suis pas commercial, je suis pas non plus éditeur. Donc eux, à ce moment-là, il leur faudra plutôt de préférence un éditeur qui va assurer tout le travail éditorial, la communication, la promotion de l'ouvrage, sachant qu'après, voilà, chez un éditeur, on n'est pas seul, on n'est pas le seul auteur, il y a d'autres auteurs dans le catalogue, donc on n'est pas forcément celui ou celle qui va être mis en avant, donc faudra quand même, malgré tout, faire ce travail de promotion. Donc il faut bien mesurer les risques aussi, quand on est en auto-édition, on prend tous les risques, hein. Vivre de sa plume, aujourd'hui, c'est très très difficile en France. Je crois que les publications, quand on a vendu à peu près plus de 500 ouvrages, on rentre dans les publications les plus lues en France. Alors après, si on a vendu 600 livres, évidemment, on n'arrivera jamais au niveau d'un Bernard Werber qui en a vendu des millions, voilà. Mais on est quand même, il faut le savoir, dans les publications les plus lues. Parce que nombreux sont ceux qui publient en auto-édition, qui vont vendre à leur famille, à leurs amis, puis après, bon, bah, ils se retrouvent un petit peu en carafe parce que ils sont pas allés sur le terrain pour aller à la rencontre, aller chercher les lecteurs. Donc, après, c'est comme tu dis, c'est vraiment c'est un job à part entière, hein, finalement, hein, parce que le métier de l'éditeur, il est là pour éditer. Après, tu as le diffuseur et tout ça, mais d'aller faire l'auto-édition est très très énergivore. L'auto-édition, c'est quelque chose que j'ai fait et je continue de faire depuis des années. Ça fait 13 ans maintenant, donc je connais bien le circuit, comment ça marche. Ça peut fonctionner, mais c'est très énergivore, très fatigant aussi parce que il faut être là constamment auprès du lecteur. Il faut se bouger. Voilà, faut avoir beaucoup d'énergie, la pêche. Faut avoir la pêche. Je vous dis, voilà, faut avoir la patate. Et puis surtout la chose, peu importe qu'on soit avec un éditeur ou en auto-édition, pour moi, ce qui est crucial, c'est d'y croire. C'est de croire à son projet et de se dire, d'avoir la flamme, d'avoir ce feu sacré qui fait que on est là et on a envie de transmettre quelque chose. Voilà. Si on n'a pas ça, ça sert à rien. Vaut mieux arrêter si on n'a pas ça. Oui, parce que il y a des auteurs en fait qui écrivent magnifiquement, enfin qui écrivent divinement bien, mais qui sont terriblement timides et qui n'ont pas
tout le monde n'a pas la capacité ou en tout cas l'énergie ou le tempérament tout simplement pour aller vers le public. Donc, oui, et malheureusement pour eux, aujourd'hui, de plus en plus, un auteur, c'est pas seulement quelqu'un qui reste chez lui et qui tape sur son ordinateur ou qui écrit avec sa plume. Voilà, c'est pas ça. Un auteur aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'allier à la fois le sens le sens artistique, mais aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire marketing, communication. Il faut se montrer parce que sur ce marché-là, il y a tellement de monde, il y a tellement d'auteurs qui ont envie de se faire connaître. Entre ceux qui ont débuté il y a 10, 20 ans et puis les nouveaux qui arrivent maintenant, il y a beaucoup de monde sur le marché. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que voilà, il faut se faire connaître et il faut utiliser, on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc il faut utiliser au maximum les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. Donc je dis c'est une chance aujourd'hui d'avoir ces réseaux sociaux, même s'ils sont très critiqués pour diverses raisons. C'est une chance de pouvoir les utiliser pour vraiment être au plus près des lecteurs, au plus près de la demande et de se faire connaître et d'être toujours présent sur le terrain. Je te remercie pour cette réponse sincère et carrée et complète parce que c'est hyper important. C'est vrai que quand on écrit, on est là, on arrive avec ses rêves, son écriture, et quand tu connais pas au départ, ben il y a les petits écueils que tous les débutants font et où on perd du temps sur certaines choses. Et c'est vrai que c'est bien de vraiment peser le pour et le contre sur l'auto-édition ou l'édition à compte d'éditeur. Et après, je voulais moi savoir concrètement toi, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens quand tu écris, quand tu es dans ton histoire, quand tu entres en écriture? Ah ben moi quand j'écris je suis en transe. Le monde il peut s'écrouler à l'extérieur. Il y a plus personne. Il y a mon écran d'ordinateur. Je vois plus rien autour de moi. Non, ce sont des périodes où j'ai besoin d'être dans une bulle, dans une espèce de caisson d'isolation avec les boules qui est. Alors moi je peux pas écouter de musique quand j'écris parce que je suis dans le silence absolu. C'est drôle. Ouais, je supporte pas le moindre bruit, là, il faut pas me déranger, hein. Et puis après, c'est un processus qui me suit en fait tout au long de la journée. C'est-à-dire que je vais écrire peut-être le matin, après je vais aller marcher, je vais aller faire mes courses, je vais aller chercher mon fils à l'école, mais je suis toujours avec mes histoires, avec mes personnages, et je suis tout le temps en train de réfléchir en fait à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais écrire. Alors là, cette scène, comment je vais la terminer, et ce personnage, qu'est-ce qui va lui arriver. Donc finalement, on vit constamment, enfin pour ma part c'est comme ça, je ne sais pas pour les autres, mais pour ma part, je vis constamment avec l'histoire et avec les personnages. C'est pour ça que j'ai eu un petit coup de blues quand j'ai fini H+, parce que j'ai vécu avec ces personnages depuis 2013. Et quand j'ai écrit le dernier tome, quand j'ai mis le point final, j'étais un peu triste, j'ai eu ma larmichette et puis j'ai eu un coup de blues qui a duré quelques jours quand même. Voilà. Et c'est comme un accouchement finalement. Oui, c'est ça. C'est la création, c'est ça. Hein, et je pense que c'est valable aussi pour ceux qui font de la peinture ou de toute autre forme d'art. Hein. Donc, les sculpteurs, tout. Quand on crée quelque chose, on accouche quelque chose. On accouche des idées. Et après, c'est formidable de les voir se matérialiser sous la forme d'un livre ou toute autre forme, hein, mais de la voir et de se dire, c'était là-dedans. Et puis c'est sorti, c'est là, et ça y est, je le touche. Et il y a des gens qui le lisent. C'est ça qui est merveilleux. Et pour moi aussi, c'est ça, un auteur, c'est pas juste quelqu'un qui se fait plaisir avec une masturbation intellectuelle et qui va écrire, c'est aussi quelqu'un qui va partager avec le public et qui est lu. Donc quand on écrit, il faut être lu. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'aller chercher les lecteurs. Et juste, oui, alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu écris, tu penses donc aussi à ton public, tu ne penses pas qu'à ton histoire. Oui, voilà, je me dis toujours, c'est vrai que je me dis, bon, moi en tant que lectrice, qu'est-ce que j'aimerais lire, qu'est-ce qui me ferait plaisir, mais je me dis aussi, le lecteur lambda, qu'est-ce qui va lui plaire? Est-ce que ça va lui plaire que je décrive pendant 150 pages un décor? Non, à mon avis, non. Hein. Donc, j'essaie de... Alors, je fais des erreurs.
Je fais des erreurs, bien sûr. Il y a des écueils dans lesquels je suis tombée à mes débuts et encore aujourd'hui, où je vais me dire, ah mais mince, Célia, là, ce que tu as fait, c'est bon, t'aurais pu mieux faire. T'as passé trop de temps sur cette scène, ou là, t'as pas assez décrit, t'as pas assez approfondi ci ou ça. Donc, c'est un processus permanent de remise en question où on apprend de nos erreurs, on essaie de faire mieux. À chaque fois qu'on sort un nouveau livre, on essaie de s'améliorer, de proposer quelque chose non pas de différent, mais d'avoir ce petit plus qui fait que ben, le lecteur il a envie de nous suivre aussi à travers le temps. Et c'est ça qui est génial aussi. Et c'est ça que j'adore dans ce travail. J'avais une question. Est-ce que tu te fixes des objectifs en termes de timing pour écrire? En général, non, mais là, maintenant que j'ai un contrat d'édition, là, oui, je suis embêtée parce que je dois écrire un livre d'ici fin août. Et bon, mais après, on n'écrit pas sur commande non plus. Donc, je m'oblige à passer un certain nombre d'heures dans la journée que je vais consacrer à l'écriture et à la recherche aussi, comme on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et c'est pas évident quand on a justement un délai à tenir, sachant qu'on peut pas forcément écrire sur commande et que l'inspiration c'est pas quelque chose qui se calcule. C'est-à-dire qu'il y a des jours on va peut-être écrire 10 pages et puis d'autres jours on va rester devant son écran et on va se dire ok là j'ai rien à dire en fait, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc là en ce moment je suis un peu, j'avance pas très vite. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, il faut lâcher prise. Justement, il y a des moments comme ça où on est plutôt en gestation et à un moment donné, ça va sortir de toute façon. Autre question, est-ce que tu jettes beaucoup dans ta production écrite? Est-ce que je jette beaucoup, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu écris, tu peux très bien écrire 10 pages. Sur les 10 pages, tu en jettes combien? Combien tu remanies? Ah oui, alors ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Hein. J'écris puis je détruis tout. Après, je dis non, c'est nul. Alors sur le moment, on a l'impression qu'on a accouché d'un texte merveilleux, c'est prix Goncourt et tout. Puis on relit après, puis 2 jours après, on se dit mince, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on efface et puis voilà. Par contre, il y a une règle qui est importante et puis j'avais vu ça aussi sur Facebook passer à un moment donné sur une vidéo et j'ai trouvé ça très juste. C'est-à-dire que il faut pas non plus revenir trop souvent sur ce qu'on fait parce que sinon on n'avance pas. Donc faut pas hésiter quand il y a une scène qui nous plaît pas, la façon dont elle a été décrite à dire bon, je réécris ce passage. Mais il faut pas non plus faire ça. J'allais exactement te dire ça. Il faut vraiment ne pas justement rester sur recorriger sans arrêt. Il faut avancer. Voilà, il faut avancer. Donc ne pas hésiter à corriger, mais il faut pas non plus passer trop de temps à tout réécrire systématiquement parce qu'à ce moment-là, on stagne, on n'avance pas. Et bon, ben, le roman, après, il se termine pas. Et c'est aussi l'erreur qu'on fait quand on débute. Hein, souvent, le premier roman, il est long à sortir parce que on revient et alors on corrige et on recommence et on recommence. Et beaucoup de gens que je rencontre en salon me disent ah mais moi j'ai commencé à écrire quelque chose, j'en suis aux 3/4, mais j'arrive pas à finir. Et c'est ça aussi. Il faut arriver à se dire ok, mon livre il sera pas parfait de toute façon. Il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des maladresses, il y aura toujours des choses qui vont pas forcément plaire aux gens. Mais c'est pas grave. Pour moi, il vaut mieux quelque chose d'imparfait plutôt que rien du tout. Il vaut mieux avoir créé quelque chose, même si c'est pas le truc le plus extraordinaire. Il existe, il est là. Donc voilà, ça a le mérite d'exister plutôt que rien. Eh ben, c'est drôle parce que c'est sur une conférence de Bernard Werber, il disait exactement ça. Ah d'accord, ben, ça m'étonne pas parce que moi j'aime beaucoup Bernard Werber, j'aime beaucoup ses livres. D'ailleurs tu me parlais des mentors tout à l'heure et effectivement Bernard Werber m'a beaucoup marqué, notamment Les Thanatonautes, Le Papillon des étoiles, tout ça ce sont des livres qui sont très très forts. Et j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, de voir la vie et c'est quelqu'un de très mystique, Bernard Werber justement. Il est très très mystique, ouais. Que penses-tu de la fonction d'écrivain aujourd'hui ? Alors, la fonction d'écrivain, c'est-à-dire engagé, pas engagé, c'est ça est-ce qu'on doit... Voilà. Ou pas Ben, disons que pour moi, un auteur doit être... Oui, pour moi, un auteur, il est engagé. Quelle que soit la forme de son engagement, quel que soit le sujet sur lequel il s'engage, un auteur, il doit être engagé. Parce qu'un auteur, s'il n'est pas engagé, son livre, il peut avoir du succès, sur le moment, ça va être une espèce d'engouement,
éphémère, mais son livre, il va pas passer le temps, il va pas passer les époques, et il va transcender personne en fait. Il va faire l'objet d'un gros buzz à un moment donné, et puis c'est tout. Donc pour moi, un auteur, ben, on voit dans l'histoire, hein, il y a des Jean-Paul Sartre, des Kundera, des Blasco Ibáñez aussi. Ibáñez, c'est pas forcément mon ancêtre, je sais pas, mais en tout cas, ça a été un auteur très engagé qui a beaucoup marqué la littérature espagnole. Donc c'est vraiment, moi je pense qu'un auteur, il doit véhiculer un message et s'il n'y a pas de message très fort, il est voué à disparaître dans les limbes de l'histoire en fait, et il est digéré par l'histoire. Il n'existe, enfin, il va vivre à un moment donné, on va parler que de lui pendant 5 ans, pendant 10 ans, puis chut, il va s'évaporer, il va disparaître. Alors qu'un auteur engagé, il va marquer son époque et puis il va marquer aussi les générations d'après. Et il va inspirer les générations d'après. Ouais. Bon, je salue les gens en même temps que je te parle qui arrivent au cours de... Oui. Donc, je remercie tous les internautes de nous écouter. J'avais une autre question. Qu'est-ce que tu penses des audiolivres aujourd'hui à l'ère où les jeunes lisent de moins en moins? En tout cas, bon, toi, tu as la chance d'avoir un enfant qui lit un peu partout, mais c'est pas le cas du mien, par exemple. Et donc, que penses-tu de la fonction de l'audiolivre aujourd'hui? Je pense que c'est en plein boom. Hein. Alors moi, mon fils lit partout, mais sous la torture. Hein. Il y a le couteau derrière. Il sait que. Ah, non, les audiolivres. Alors oui, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que déjà, premièrement, j'ai vendu pas mal d'audiolivres à des personnes justement qui étaient atteintes d'un handicap et qui ne pouvaient pas tenir le livre pour X raisons. Donc pour elles, c'était très bien. Mais il y a aussi des gens qui ont envie d'écouter dans leur voiture ou pendant qu'ils cuisinent. Donc je trouve ça très très bien. À partir du moment où c'est une alternative au livre papier. Ça ne va pas remplacer le livre papier, mais c'est une alternative pour les personnes qui ne peuvent pas feuilleter comme tout un chacun. Voilà. Donc après, pour la question de la lecture chez les jeunes, c'est vrai que malheureusement, c'est un constat que les jeunes lisent de moins en moins et on le voit très bien dans les salons et dans les festivals. Il y a beaucoup d'enfants en littérature jeunesse qui vont lire, mais par contre, arriver à 13-14 ans jusqu'à 25 ans, là, c'est une tranche d'âge qu'on voit pas énormément sur les salons. En tout cas, ces dernières années, on a pu noter vraiment un déclin au niveau de la lecture. Donc, c'est quelque chose que je regrette. Mais je me dis, voilà, c'est comme ça. On est dans une époque où on a énormément accès à tout ce qui est vidéo, les images animées. Et donc, finalement, si le message peut passer autrement que par la littérature, s'il peut passer par les vidéos ou par l'audio, bah, ça reste toujours le même message. Donc, c'est pas plus mal. Maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'auteur et professeur de français, je regrette terriblement que la littérature soit un peu boudée par la jeunesse aujourd'hui. Mais je garde espoir, encore une fois. Je me dis qu'il y a des périodes comme ça, il y a des époques. Et puis que ce sont des cycles en fait. Hein. Alors Frédéric Chamaillot nous dit j'adore les audiolivres, ça n'empêche pas le livre papier. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Oui, on peut avoir les deux, bien sûr. On peut avoir les deux. Hein. Après, le rapport qu'on a, qui est assez charnel avec le livre papier, c'est pour ceux qui aiment ça, c'est sûr qu'on peut pas remplacer. Quand je propose d'envoyer des e-books à des booktubeuses et qu'elles me disent ah non mais moi je lis que sur papier, je les comprends. Parce que voilà, le papier, il y a une odeur, il y a un parfum, on touche les pages, puis on a le livre, il est à soi, quoi. Maintenant l'audio, voilà, je suis pas du tout contre, même au contraire. Tablette ou pas en vacances? Pardon? En vacances, tablette ou livre? Ah, livre. Oui, moi je lis partout. Je lis dans ma salle de bain, je lis aux toilettes, je lis en attendant quelqu'un, je lis sur mon canapé, je lis sur mon lit, je lis tout le temps. Je lis, tu lis, nous lisons, vous lisez. Ouais. Non, mais parce que je pense que voilà, je cherche aussi des réponses parce que comme on a dit tout à l'heure, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, pourquoi on est là, pourquoi on vit, à quoi ça sert tout ça. Et je trouve que dans la littérature il y a des réponses, donc je cherche. Parfois je trouve des perles. Ah, c'est bien ça. Mais de toute façon, il y a dans les livres, tu as des perles. Enfin,
On trouve tous notre perle dans un C'est livre. ça. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Et puis quand on a un livre qui nous parle pas forcément, ben on le referme, on cherche un autre, et puis voilà. Oui, c'est ça. On est, comme on est différent, on n'a pas les mêmes sensibilités sur les mêmes types de lecture, mais il y a un livre pour chaque personne. Je pense il y a un livre qui va toucher chaque. Ouais. Ouais, c'est ce que je te disais en privé, que chaque lecteur a son livre. Il n'y a pas Ouais. de mauvais livre et Oui. que chaque auteur va trouver son lecteur. Donc il n'y a pas de mauvaises histoires non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas. Oui, Euh, quelqu'un qui va dire bah ce livre il est nul. Bah peut-être qu'il va être nul pour cette personne, mais qui va être super pour Super, une autre. ouais, une autre, voilà, tout à fait. Et je voulais savoir, est-ce que toi tu éprouves, quand tu es dans ton processus d'écriture, le besoin d'échanger avec quelqu'un sur ton projet quand tu es en train Oui, d'écrire? oui, oui, j'éprouve ce besoin. Et quand je peux pas échanger sur mon manuscrit, c'est terrible parce que je suis dans mon monde comme une autiste. Et je suis bloquée parfois et je me dis, mince, mais là, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à débloquer la situation. Donc, quand je peux, voilà, quand je peux, oui, Tu fais quoi? Tu attaches qui sur une chaise et tu lui parles? Oui, non, mais parfois, voilà, j'essaie, mais bon, après, c'est pas évident pour les personnes que je sollicite d'avoir du temps pour lire, et puis pour eux, c'est pas forcément aussi important que ça l'est pour moi. Mais quand je peux communiquer autour du manuscrit et dire, voilà, là, j'en suis là, qu'est-ce que je fais avec ce personnage? Là, je suis bloquée. Comment je fais? Eh ben, de la discussion jaillit cette lumière dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Donc oui, c'est très important. Parfois même le seul fait d'en parler, le seul fait de discuter avec la personne, même si la situation elle s'est pas débloquée comme ça parce que l'autre a pas eu une idée de génie, mais rien que le fait d'en parler, ça permet après d'avancer. Là, par exemple, ça fait une semaine que je suis bloquée et je peux pas. Là, j'ai du mal à avancer, donc j'attends T'appelles quelques un prof si tu as besoin. des bêta lecteurs. Oui, oui, ben volontiers. Écoute, Pascal, volontiers. Ben oui. Et donc justement, alors parce que là, je sais pas combien de temps on est depuis quelle heure il est. Il est presque, ça va faire presque une heure. Du coup, je voulais te faire une petite interview faux folle en lien avec ton livre. Alors D'accord, si demain tu devais choisir, tu ouais. préfères des mains bioniques ou des couleurs de cheveux selon tes humeurs? Alors, si je devais choisir, déjà, moi, je veux pas du transhumanisme, je veux rien, je veux garder mon corps normal, je veux pas de chirurgie, je veux rien. Mais si vraiment j'avais pas le choix, je crois que je préférerais les cheveux. Oui, pour Les le cheveux, salon du livre, c'est intéressant. là, je clique et puis boum, j'ai les cheveux violets. Je clique et boum, ça y est, j'ai les cheveux d'une autre couleur. Alors, tu préfères du Brumitox ou un bon vieil encens? Ah, alors d'Arrache Plus, le Brumitox, pour ceux qui nous regardent, c'est le gel hydroalcoolique d'aujourd'hui. Le Brumitox d'Arrache Plus, c'est les gens arrivent dans les entreprises et ils sont automatiquement vaporisés avec un produit qui les désinfecte partout où ils vont. Donc, est-ce que je choisirais le Brumitox ou l'encens? Ben, l'encens, évidemment, j'en brûle toujours chez moi, j'adore ça, l'encens. Et le Bon, Brumitox, alors, c'est limite. si tu croises Harry Lunel au supermarché, tu fais quoi? Ah, je sais pas parce que sinon mon chéri va me gronder là si je dis ce que Donc, pour ceux qui connaissent pas Harry Lunel, c'est un personnage d'H+, qui est très très sexy, charmant, intelligent. Il a fait ce jeune homme. Donc, je pense que je sais pas, peut-être que je lui donnerai mon numéro pour rejoindre la résistance, pas pour faire autre chose. En tout bien, tout honneur. On est bien d'accord? En tout bien, tout honneur, voilà, c'est ça. La fonction que tu aimerais avoir en tant qu'humain augmenté, mais tu as répondu tout à l'heure que tu voulais rien. Mais si tu pouvais Ah, augmenter quelque chose. alors, si je pouvais, ben, comme dans H+, moi, ça serait supprimer la nécessité physiologique de dormir. Parce que il y a quelqu'un qui a mis «je l'aime trop». De Ah oui, l'intro, mais Harry. Ouais, il y en a qui parce le connaissent, hein. ouais, parce que dormir, c'est le problème de ma vie, c'est que je suis une grosse dormeuse. Moi, il me faut mes 10 heures de sommeil, sinon je suis mal. Sinon, je suis au radar, en mode zombie toute la journée. Donc oui, si je pouvais avoir comme ça une puce qui supprime la nécessité de dormir, ça serait génial. Mais même si je pouvais le faire, je crois que je le ferais pas parce que je suis trop pour le naturel.
Autre question, merci, c'est génial, j'adore cette interview. Quels sont tes projets 2021 si tant est qu'on déconfine un jour? Alors, mes projets 2021. Bon, savoir qui j'étais dans une vie antérieure. Non, je rigole, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je voudrais pour 2021? Alors, déjà, j'ai plusieurs projets en cours. Il y a le tome 2 de Kids Mystery, donc un roman jeunesse illustré par Malric aux éditions Nombre 7, qui devrait sortir à l'automne. Ouais. Va y avoir donc Pyramidion aux éditions Nombre 7 aussi, le 6 juin prochain. Désastre humain aux éditions Le Grimoire, qui est l'anthologie interactive dont on a parlé tout à l'heure, avec ma nouvelle Dernier train pour Tsulan, avec le court-métrage, parce qu'il y a un court-métrage qui a été réalisé par Christian Fauveau de ma nouvelle, illustré aussi par Gilbert Gauguin. Donc tout est sur Facebook, hein, si vous allez, d'ailleurs pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas, hein, vous allez sur Facebook, vous m'ajoutez, vous likez, j'ai 50 000 pages, donc allez-y, likez. Instagram, sur Facebook, tu as aussi. Je suis même sur TikTok. Ouais, tu vois, je suis la reine des réseaux sociaux. Donc voilà pour les projets. Après, maintenant, c'est vrai que c'est difficile de se projeter à l'automne, sachant que là, on vit une situation qui est très très particulière. Donc j'essaie de vivre au jour le jour en me disant, bon, on verra. Hein, tous les salons sont supprimés, tous les festivals annulés. Là, on est reconfinés. Donc après l'été, on verra. On verra ce qui se passe et donc moi, comme je dis, pour supporter le confinement, il faut lire H+, absolument. Oui. Voilà. Et donc je veux bien que tu m'envoies le tome 2, s'il te plaît. Ouais, ok, bah avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et puis pour ceux qui ont lu H+, qui ont lu la trilogie complète, je vous invite à lire ma nouvelle, La Flamboyante, parce que c'est l'histoire de la fille de Vénus dans un univers alternatif. Donc c'est pas la suite, mais c'est une suite alternative, c'est-à-dire si Vénus avait eu une fille, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, donc c'est les aventures de Naya et c'est une sorte de suite. Ok. Ton livre vite fait sur ta table de chevet en ce moment? Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai acheté Hyperion que j'ai pas lu encore. Hyperion, je finis Inaccessible de Jessica Brody. Et tout, j'en ai plein. J'en suis à la moitié de Phobos de Victor Dixon. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai acheté aussi La Sélection. Je sais plus le nom de l'auteur. La Sélection, qui est un roman qui apparemment a beaucoup de succès en ce moment, avec un système de caste, des jeunes filles qui rêvent toutes d'épouser le prince. Mais c'est de la science-fiction, donc apparemment, de ce que j'en ai lu. Donc j'ai juste lu quelques pages et comme je suis sur plusieurs romans en même temps, voilà, j'ai le cerveau qui est fragmenté, là, je sais pas trop ce que je lis, ce que je lis pas. C'est une série Netflix en ce moment. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé The One. The One. Alors, c'est une histoire dans laquelle, c'est très très bien, une saison, hein, je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout il y a quelques jours. Donc, dans The One, c'est une dystopie. Dans ce monde-là, les gens peuvent trouver leur match, c'est-à-dire la personne qui leur correspond. En tout point. En fait, hein, leur amour, l'amour de leur vie. Et donc, grâce à leur ADN, ils peuvent trouver leur match. Le problème, c'est que dans cette société, du coup, les gens qui sont déjà en couple depuis longtemps, mais ça fait voler les couples en éclats. Ça pose tout un tas de problèmes éthiques aussi. Donc, c'est pas mal. J'ai vu la bande-annonce, je voulais le regarder, je me suis mis quelques sélections. Oui, la sélection de Kiraka, ça nous dit les lectures d'une rêveuse. Oui. Ben, merci, oui. Merci. Ouais. On a des internautes qui suivent, merci beaucoup. Oui, Phobos, c'est génial, on nous dit, ouais, non mais c'est vrai que là sur Netflix, moi je me suis fait des petites séries à regarder. Bon, moi en ce moment là, j'essaye de terminer parce que c'est un gros pavé Que faire de Tchernychevski. Donc j'ai une vue absolument déplorable, ce qui fait que pour lire, c'est écrit tout petit. Donc c'est limite à la loupe avec les lunettes, mais je vais y arriver. Voilà. Ah ben oui, en fait de journée. Mais sur Netflix, je reviens là-dessus, il y a vraiment des séries qui sont extraordinaires et donc vraiment, je trouve que c'est des mini-œuvres cinématographiques ce qui nous propose là sur Netflix. Donc même sur Amazon Prime aussi, il y a des séries qui sont pas mal. Donc si vous aimez la science-fiction, allez-y, foncez parce qu'il y a des petits bijoux. Alors en science-fiction, on a un auteur là qui nous a suivis, qui s'appelle Frédéric Chamaillou, qui avait écrit aussi Désireless, qui était où elle avait imaginé ce qui se passerait dans une société
où il n'y aurait plus de grossesse. D'accord. Et donc les enfants naîtraient dans des utérus artificiels, c'est ça? Ah ben j'en dis pas plus, je la recevrai, je la reçois normalement Frédéric, je la reçois en septembre. D'accord, ok. Moi, Ah non, sais plus, je connais plus mon agenda, mais on fera un live très prochainement. Et j'avais adoré son bouquin et vraiment c'était super. Moi j'ai adoré le tien et je m'aperçois que finalement la science-fiction, ben je suis quand même très intéressée par tout ça. Hein. alors on nous dit vous avez regardé les seins. Oui, les seins aussi, j'ai commencé. J'ai vu 2 saisons des seins et j'ai pas continué. Je devrais peut-être insister. Mais oui, la science-fiction, il y a tout. Voilà, je reviens là-dessus. Il y a vraiment tout. Il y a des gens qui ont une appréhension. Ils s'imaginent forcément que ça va être compliqué, que ça va être prise de tête, ça va être une réflexion sur les technologies, je sais pas quoi. Non, pas forcément. Ça peut être des histoires légères, des histoires agréables à lire, plaisantes, avec de la romance, ça peut être sous la forme d'un thriller. Donc vraiment, allez-y, essayez, parce que si vous connaissez pas, c'est un domaine dans lequel vous allez vous régaler. Moi, c'est vraiment j'ai pas trouvé mieux que la science-fiction en termes de littérature, même si je lis aussi, je suis pas monomaniaque. Hein. Je lis beaucoup de romans, je lis des romans policiers, je lis plein de choses. Mais c'est vrai que pour ouvrir son esprit, son imaginaire et rêver à ce que sera demain, voilà, il y a rien de mieux que la SF. Ah ouais. Sur un atelier d'écriture là, j'avais imaginé un petit quelque chose là qui est en train de prendre forme, donc je peux pas trop en parler, mais c'était une dystopie épistolaire. D'accord, oh, c'est original ça, une dystopie épistolaire. C'est une écriture à 4 mains. D'accord. Mais justement, tu parles de dystopie. Ben dans la SF, il y a pas que voilà, il y a la dystopie, il y a le space opéra, il y a l'uchronie, il y a plein de choses. Il y a le biopunk, il y a le cyberpunk. Donc, je suis sûre que même pour ceux qui font une allergie rien qu'au mot science-fiction, ils trouvent leur sous-genre et ils vont trouver un roman qui leur plaît. Et je suis sûre qu'en essayant, voilà, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut pas se rester sur une idée préconçue que ça va être compliqué et barbant, ennuyeux. Ah non, pas du tout. Bon, en tout cas, je te remercie, Célia, d'avoir accepté cette invitation. Alors nous, bon, on peut le dire aux internautes. Merci à tous ceux qui ont regardé le live, là, c'est sympa. On regardera après, je sais pas trop qui était connecté ou pas connecté, mais en tout cas, c'est super sympa on va le mettre en IGTV de façon à ce que les gens puissent le revisionner. Donc voilà, moi, 3A ABP, je l'ai dit au début, c'est une micro-société que j'ai créée il y a 1 an. Pour accompagner les auteurs artistes et les particuliers dans leur démarche d'écriture, notamment quand on parlait de blocage tout à l'heure. Voilà, d'être à l'écoute justement des personnes qui se sentent pas soutenues, qui ont à un moment donné une période de blocage ou voilà, qui veulent connaître aussi les écueils à éviter pour arriver un petit peu plus vite sur le chemin de l'édition. Genre, on va éviter tous les feux rouges, hein, voilà. Et donc, vous pouvez aller voir sur le site. Oui, parce que si on peut être aidé, c'est bien. Si vous débutez là-dedans, n'hésitez pas à vous faire aider parce qu'au début, c'est vraiment la galère. Donc, si on peut, comme elle dit Pascal, vous éviter les feux rouges, allez-y, foncez. Essayez d'écouter un peu les conseils qu'on peut vous donner parce que, voilà, quand on a l'expérience, et Pascal, je la connais depuis très longtemps. Ça fait un moment, on s'était croisés en salon toutes les deux, il y a des années quand on débutait. Toi, tu étais déjà... Il y a au moins 10 ans. Il y a au moins 10 ans. Donc, voilà, c'est quelqu'un de passionné, Pascal. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle fait sur son site internet, sur Facebook. Sur Facebook, sur Insta aussi, parce que bon, moi, j'ai ce volet écriture, mais j'ai aussi le côté un peu création bidouille, là, tu sais, avec Tricochette. Mm-hmm. Voilà, sur les créations de cartes. Parce que tu es une artiste, voilà. Complète. Non, moi, je suis pas trop en bidouille, en bricolage et tout ça. Moi, je reste une intellectuelle. C'est vrai que pour des choses, je suis un peu nulle à ça. Donc, mais bon, voilà. Bon, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir été là. Merci Célia encore, c'était un super moment. Ouais. Et, voilà, vraiment, je vous invite à lire H+, le 1, le 2, le 3 et puis on va croiser la flamboyante aux éditions Le Grimoire.
Voilà. Et la flamboyante que j'ai lu aussi, qui est vraiment très très bien. Et puis j'ai pas lu Kid, donc j'ai pas eu le temps de le lire, mais voilà, donc ça sera l'occasion. C'est la science-fiction pour les enfants. Voilà, parce que les enfants, ils ont toujours de la fantaisie avec des histoires de princesses, de chevaliers, mais il n'y a pas de SF pour les enfants ou très peu. Donc là, c'est l'occasion de découvrir ça. Et tu as de très bons retours, donc je tiens à le dire. Donc ça marche plutôt pas mal pour toi, là, c'est super. Donc ben, en tout cas, on vous dit à bientôt donc pour le prochain live qui sera le mois prochain. Il sera annoncé 15 jours à l'avance avec dans les stories, dans les posts. Merci à vous les filles. Bonne fin d'après-midi. Merci Marie 85-84. Au revoir Marie. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde et à très bientôt. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.